Bonsoir Franck Mermier. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Yémen. Je crois que vous y avez vous-même vécu. Et vous êtes également l'auteur de ce livre, Yémen, écrire la guerre. C'est aux éditions classiques Garnier. C'est un conflit qui ensanglante depuis près de 4 ans le Yémen, la pire crise humanitaire de la planète selon l'ONU. Et pourtant, c'est une guerre qu'on pourrait appeler une guerre oubliée, qui a très peu fait la une des médias. Alors, Franck Mermier, avant de nous expliquer l'origine de ce conflit, on va revenir là-dessus. Quelles sont les raisons de ce désintérêt ? Alors, les raisons de ces désintérêts proviennent du fait que le Yémen est vraiment un pays marginalisé, le plus pauvre de la péninsule arabique, très peu connu même dans le monde arabe, et qui a été aussi finalement en proie à des conflits successifs, ce qui fait aussi que finalement il y a eu un désintérêt par rapport à un conflit non seulement peu visible, parce qu'il y a très peu d'images qui proviennent du Yémen aussi. Peu de journalistes qui arrivent à parvenir, notamment à Aden, qui est le port qui est aujourd'hui ouvert par la coalition arabe pour éventuellement l'arrivée aussi d'aide humanitaire, pas seulement le port de Hodeïda. Et donc on a très peu de photos, et puis il y a aussi un désintérêt parce qu'on ne comprend pas tellement aussi les raisons de ce conflit. Alors justement, on va essayer de mieux comprendre avec vous les tenants et les aboutissants de ce conflit. D'abord, peut-être on peut regarder une carte et vous allez nous rappeler un petit peu les enjeux et qui se bat contre qui. Alors là, on voit que le pays est coupé en deux, en gros, avec en bleu les rebelles qui sont les Houthis, le courant chiite, opposé à ce qu'on voit en beige, les forces pro-gouvernementales qui représentent davantage le courant sunnite, celui du président du pays. Alors, il faut savoir qu'on voit la capitale Sanaa, donc dans la zone contrôlée par les rebelles. Donc, cette capitale a été prise par les Houthis le 21 septembre 2014. Et donc, ils contrôlent en fait finalement une grande partie du pays où il y a en fait le plus de population. Parce que les forces gouvernementales contrôlent la plus grande partie en termes de superficie du pays. Mais là, la population est moindre que dans la partie contrôlée par les rebelles. Et là, on a vu par ailleurs, il y a aussi le port, une ville portuaire qui s'appelle Hodeïda, qui est évidemment un endroit stratégique, puisque c'est par là aussi que peuvent transiter l'aide humanitaire, les marchandises, les importations. En fait, il y a 2 ports aujourd'hui qui sont contrôlés par les rebelles Houthis, c'est-à-dire Hodeïda et Salif. Et effectivement, Hodeïda est le plus grand port du Yémen, finalement, beaucoup plus important qu'Aden. Et c'est là qu'arrive en fait non seulement l'aide qui peut être ensuite distribuée dans les territoires contrôlés par les Houthis, mais surtout toutes les importations. Parce qu'en fait, le Yémen est dépendant pour sa nourriture des importations. Alors, comment cette guerre a commencé ? Quelle est l'origine de ce conflit ? L'origine de ce conflit, alors sans aller vraiment trop loin, mais on peut dire quand même qu'à partir de février 2011, il y a une révolution au Yémen. Voilà, dans la suite du printemps arabe. Le président qui gouvernait alors, qui dirigeait le pays, Ali Abdallah Saleh, finalement quitte le pouvoir fin 2011. L'actuel président Hadi, qui aujourd'hui est le chef des forces gouvernementales du Yémen, en fait, de l'État yéménite reconnu par la communauté internationale, prend le pouvoir en 2012 par des élections, une espèce d'élection consensuelle d'une certaine façon. Et finalement, c'est un mouvement, les mouvements Houthis, qui depuis le nord du Yémen, depuis sa base de Saada, va peu à peu grignoter militairement le nord du Yémen. Houthis, en fait ? Ce qu'ils souhaitaient au départ, c'était que leur région ait un accès à la mer, justement, au Hodeïda, qui soit plus reconnu au niveau du partage du pouvoir. Mais finalement, au fond, puisqu'ils ont fait un coup d'État, ce qu'ils voulaient, c'était véritablement le pouvoir. On parle d'affrontement par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, il est vrai que pour l'Arabie saoudite, le Yémen est une affaire intérieure. On voit bien sur la carte que le Yémen est au sud de l'Arabie saoudite, qu'effectivement, le Yémen est aussi placé de façon stratégique sur la mer Rouge et l'océan Indien, et donc que l'Arabie saoudite a toujours considéré le Yémen comme sa chasse gardée. Pour l'Iran, en revanche, il a là finalement une épine dans le pied, il a posé une épine dans le pied de l'Arabie saoudite sans qu'il perde beaucoup de force, sans qu'il dépense beaucoup d'argent, pas comme par exemple en Syrie, en soutenant les rebelles Houthis qui ont pris le pouvoir à Sanaa, mais sans non plus qu'ils livrent des armes de façon directe, puisqu'aujourd'hui, le Yémen est en proie à un embargo aérien et maritime. Alors, il a fallu la publication de photos absolument terrifiantes d'enfants au corps décharné pour finalement attirer le regard de la communauté internationale. On a vu la photo de cette petite fillette squelettique diffusée au départ par
les journalistes du New York Times et puis ensuite sur les réseaux sociaux. L'ONU parle aujourd'hui de famine de masse. 8 millions de personnes menacées par la famine. Selon l'ONG Save the Children, 85 000 enfants sont morts de faim ou de maladie. Comment survivent les gens sur place ? En fait, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement généralisé de la population, du fait qu'il n'y a plus de travail, que le rial yéménite a été totalement dévalué de 45%, que le Yémen aussi dépend de la nourriture qui arrive de l'extérieur et donc les produits importés sont très chers. Un état de pauvreté. Et puis, il faut bien savoir aussi que c'était un état de pauvreté qui existait antérieurement à la crise et au conflit. Donc, finalement, le Yémen s'est encore plus appauvri du fait de cette guerre, et en plus, le territoire est extrêmement morcelé en raison de la guerre et des différentes forces politiques qui s'affrontent. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté aussi pour une grande partie de la population yéménite à avoir accès à l'aide, notamment en ce qui concerne les médicaments, la nourriture. Et donc, on comprend que c'est une catastrophe humanitaire, hein, même si on a très peu d'images finalement, où on a des épidémies, je crois, de choléra, de rougeole, des populations déplacées, mais qui ne peuvent pas non plus se réfugier. C'est-à-dire que les deux partis en fait, qui s'affrontent aujourd'hui au Yémen, finalement. Donc les forces pro-gouvernementales et les rebelles Houthis, finalement, sont à la tête de micro-États qui n'arrivent plus à assurer les services minimums à la population, et notamment à assurer les services en termes d'hôpitaux, de médecins, etc. Et donc, c'est aussi cette déliquescence de l'État yéménite qui a aggravé, évidemment, cette situation. Oui, je rappelle le constat alarmant de l'ONU qui vient confirmer ce que vous dites, hein, qui dit le Yémen en tant qu'État a pratiquement cessé d'exister. On a en plus deux banques centrales, on a deux administrations rivales, et puis même les forces gouvernementales, en tout cas le régime du président Hadi, et la plupart du temps, en fait, lui-même est installé à Riyad plutôt qu'à Aden, parce qu'il y a aussi, même dans Aden, qui est censé être sous sa direction, son gouvernement, il y a même une instabilité très grande, et donc il a du mal aussi à mettre les pieds, même sur le territoire qu'il contrôle. Alors, l'Arabie Saoudite est fragilisée depuis le meurtre du journaliste dissident, dont on a beaucoup parlé, Jamal Khashoggi, et les diplomates espère profiter de cette situation pour faire pression justement sur le prince héritier MBS et le forcer à trouver une issue dans le conflit du Yémen. Est-ce que c'est en bonne voie ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de pourparlers de paix qui pourraient avoir lieu à Stockholm, en Suède, le mois prochain. Martin Griffiths, l'envoyé spécial des Nations Unies, était justement à Sanaa et à Hodeïda cette semaine. Donc, il y a effectivement des pourparlers qui seraient en cours, en tout cas, qui pourraient avoir lieu. Dans le même temps, il faut bien savoir que cette guerre du Yémen, c'est la guerre aussi de Mohamed Ben Salman. Je l'ai dit tout à l'heure que les raisons sont d'abord internes, et il ne faut jamais l'oublier, mais en même temps, il a voulu, à partir de mars 2015, lorsqu'il est intervenu militairement, en dirigeant cette coalition arabe qu'il avait formée avec dedans les Émirats arabes unis, il a voulu en faire sa guerre, et en fait on s'aperçoit que les succès ont été encore très limités jusqu'à présent. Ils ont reconquis une partie des territoires du Sud, on voit bien tous les territoires qui sont aujourd'hui sous le contrôle du président Hadi, le président reconnu par la communauté internationale. Dans le même temps, on voit bien qu'il n'y a pas de victoire militaire possible et de victoire militaire possible. Ah ben alors justement, s'il n'y a pas de victoire militaire possible, quelle serait l'issue de ce conflit? Alors, on peut espérer que les pourparlers, au moins, disons, mettent en place un cessez-le-feu qui allégerait les souffrances de la population. Il y aurait notamment un échange de prisonniers, cessez-le-feu, peut-être une neutralisation du port de Hodeïda pour que l'aide puisse continuer à être acheminée avec un pouvoir qui serait inféodé ni à l'une ni à l'autre des parties. Mais alors ça serait quelque chose de temporaire. Mais ce serait extrêmement temporaire, et en plus, je ne vois pas comment les deux parties qui aujourd'hui s'affrontent renoncent à leur pouvoir et renoncent à leur revendication d'une légitimité pour ce pouvoir. Donc très très rapidement, pour l'instant, il n'y a pas d'issue possible à ce conflit. La guerre va encore durer. Il me semble qu'on peut arriver en tout cas à un cessez-le-feu, peut-être pendant quelques mois, qui permettrait justement peut-être ensuite d'ouvrir de véritables négociations. Eh bien merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau, Franck Mermier. Je rappelle que vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le bilan de la grande journée de mobilisation des Gilets jaunes hier. Quelles sont les annonces qu'attendent les Gilets jaunes de la part du gouvernement? Quelle suite prévoit-il de donner à leur mouvement? C'est dans l'air, c'est tout de suite, ne bougez pas.